Donc il me braque avec son arme. Il a l'arme à ce moment-là sur ma tête et il me dit: «Bouge pas, tu mort». Donc je sais que j'ai été touché à plusieurs reprises, mais je ne sais pas où. Donc je sors et puis, moi je suis très croyant, je suis de confession musulmane et nous avant de mourir, on fait, l'attestation de foi. Aujourd'hui, pour tout le premier épisode de Coulisses et Confidences, j'ai l'honneur de recevoir Nizar Behri, figure connue emblématique dans le monde des réseaux sociaux pour la vente de montres de luxe. Nizar, bonjour, je te remercie d'être venu. Merci à toi, pour ton accueil. Voilà, tu es dans le monde des réseaux sociaux. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter? Alors moi je m'appelle Nizar Bahiri effectivement, plus connu sous le nom de Monsieur Machiavelli sur les réseaux sociaux, donc que ce soit Snapchat, Instagram, TikTok, Facebook et cetera. J'ai, 30 ans, enfin j'ai bientôt 30 ans du coup, je vais avoir 30 ans la semaine prochaine et effectivement, comme tu as pu, le dire un petit peu plus tôt, je suis marchand de montres sur le marché gris et alors je suis revendeur de toute, marque de luxe, donc c'est-à-dire, Rolex, Cartier, Audemars Piguet, Jaeger-LeCoultre, Patek Philippe et ce qui s'ensuit. Ben, c'est très original. Comment est-ce que tu es arrivé à vendre des montres de luxe en fait? Pour arriver dans un monde comme ça, il me semble que c'est très fermé. Alors effectivement, c'est un monde assez fermé dans lequel c'est très difficile de rentrer. Et alors je vais être totalement transparent et honnête avec toi, je suis tombé dedans totalement par hasard. Donc moi, j'ai dirigé une agence de location de véhicules pendant plusieurs années et alors j'étais installé en Allemagne, à Düsseldorf plus exactement et il y avait une autre agence de véhicules avec laquelle je collaborais, donc l'agence qui appartenait à 2 amis à moi, Denis et Ferhat, qui sont, d'origine kurde et qui sont, eux, natifs, d'Allemagne et qui habitent à Cologne. Et alors, on se faisait des échanges de clients sur des véhicules, pour des véhicules que moi j'avais, qu'eux n'avaient pas, et inversement. Et un jour, ils m'ont proposé, puis il y a de ça 1 an et demi, peut-être un peu plus d'1 an et demi, un jour, ils m'ont proposé une Datejust 36 mm qu'ils avaient sortie de boutique. Et ils m'ont dit, Nizar, peut-être que toi, tu as la clientèle pour ce type de montre dans tes clients de location en Belgique. Et j'ai posté cette montre sur les réseaux sociaux, elle s'est vendue en moins de 24 heures. Et puis on a commencé à collaborer, et puis j'ai commencé à mettre mon nez dedans, à me faire mes propres contacts, à constituer mon propre réseau. Et j'ai commencé, et puis finalement ça a pris le pas sur le monde de l'automobile, totalement par hasard. Ah, c'est très original. Récemment, on a entendu une histoire selon laquelle tu aurais une tentative de kidnapping. Et est-ce que tu peux nous expliquer et rentrer un peu plus dans les détails? Alors effectivement, j'ai travaillé de manière très à l'aise pendant très longtemps dans le secteur des montres parce que je n'avais jamais eu de mésaventures. Et alors le 19 avril, du coup, 2025, une date que je n'oublierai pas, je partais à Paris, ayant plusieurs deals pour plusieurs montres avec plusieurs marchands, plusieurs particuliers, et cetera. Et alors il y avait une montre, une Day-Date en or rose, cadran olive que je devais vendre à un client à qui j'avais déjà vendu une montre 1 an au préalable. Et on avait rendez-vous au Ritz, donc sur la place Vendôme à Paris. Et puis finalement, il m'a beaucoup fait tourner en rond, donc j'ai décidé d'abandonner l'affaire. Et je déposais un ami à moi à la gare de l'Est, du coup sur Paris 10e. Et puis par hasard, donc moi je comptais déjà reprendre ma route vers la Belgique, ayant fait tous les deals que j'avais à faire, sauf celui-là, parce qu'honnêtement, je ne le sentais pas. J'avais déjà un a priori, j'avais un mauvais sentiment. Et tu avais déjà bossé avec lui, du coup? Je ne le connaissais pas personnellement. Donc en fait, je le connaissais des réseaux sociaux et la première montre qu'il m'a achetée, il m'a simplement envoyé un chauffeur qui a payé la montre et qui s'en est allé, qui a récupéré la montre. Et alors, il me parlait régulièrement sur les réseaux. Donc on se connaissait uniquement des réseaux. Maintenant, je n'avais pas son identité propre, etc. Et, euh, et du coup, il m'a contacté en me disant, ben voilà, moi je suis à l'étranger, c'est mon petit frère qui va venir faire la transaction. Et quand je lui ai dit que j'étais à proximité de la gare de l'Est, bah, il m'a envoyé sa localisation, il m'a dit: «Je suis dans le parking souterrain» et moi, j'y ai vu que du feu étant donné que je lui avais déjà vendu une montre, bah, j'étais, entre guillemets «mis en confiance» et alors, je rentre dans le parking souterrain avec mon véhicule et puis, il me demande de monter à l'étage. Je comprends pas pourquoi parce qu'au rez-de-chaussée, il y avait déjà, pas mal de place mais encore une fois, je me méfie pas, je monte à l'étage. Il m'avait décrit, le véhicule qu'il conduisait, donc un Renault Clio gris. Je me gare à côté de son véhicule, je baisse ma fenêtre et alors il me demande de monter avec lui dans le véhicule. Et moi, étant donné que j'ai un EQS AMG, j'ai beaucoup plus de place, donc je lui dis: «Écoute, non, c'est plus simple que tu montes avec moi dans mon véhicule». Je sors de ma voiture, il fait lui le tour du coup de son véhicule comme s'il allait monter à l'arrière du mien
Et puis 3 individus qui arrivent, visage découvert, pas de cagoule, pas de gants, armés, qui débarquent. Je sens directement le truc arriver, je remonte dans mon véhicule. Il essaye de m'en empêcher, et du moins il m'empêche de fermer ma porte conducteur. Et un des 3 autres individus fait le tour de mon véhicule pour ouvrir la portière passager. Et alors, il faut savoir que les EQS, les poignées sont rabattables. Donc en fait, la poignée est enfoncée et il ne sait pas ouvrir la porte de l'extérieur. Donc il me braque avec son arme. Il a l'arme à ce moment-là sur ma tête. Et il me dit « bouge pas, t'es mort ». L'autre individu sur ma gauche qui me tient et qui m'empêche du coup et qui crie aux autres « venez le prendre, venez le prendre ». Et puis l'instinct de survie, je pousse quand même sur le bouton start. Ils n'ont pas entendu le véhicule démarrer parce que véhicule électrique. Je mets marche arrière, plein gaz, j'essaie de renverser ceux à l'arrière. Et celui du coup qui est à moins d'1 mètre de moi, parce qu'il est juste du côté, il est portière passager, il ouvre le feu. Donc voilà, honnêtement, sur le moment même, j'entends les détonations. Ben, je vois mon doigt du coup qui n'est plus là, exploser sur le volant. Et avec l'adrénaline, sur le moment même, je ne sens pas la douleur. Donc je ne sens strictement rien, je vois mon doigt qui a explosé. Maintenant, la balle qui a pénétré ma main et qui est sortie par la paume, je ne la sens pas. Et tout le sang que je vois, je pense qu'il vient uniquement du doigt. Alors je sors du parking comme une furie. J'essaye de les écraser en voiture, je descends l'étage, je traverse barrière, garage, deuxième barrière. Et alors je sens que je suis engourdi au niveau du bras et au niveau de l'abdomen. Et du coup, c'est que par la suite que je me suis rendu compte de tous les impacts et de toutes les balles qui m'ont touché. Tu as été touché à combien de projectiles? J'ai été touché par 3 balles. Oh. Donc je roule comme un fou furieux dans les rues de Paris, sens interdit, j'esquive les piétons. Maintenant, j'ai la portière gauche qui s'est cassée en faisant marche arrière sur l'autre individu. Et je conduis avec ma main droite totalement explosée. Et après quelques rues, je tombe sur un camion de pompiers. Je sors de mon véhicule, je montre ma main et je dis « je me suis fait tirer dessus ». Il se fait qu'il y avait un véhicule de police sur place directement. Donc j'ai été directement pris en charge et c'est qu'après que les pompiers aient découpé mes vêtements pour voir où les balles m'avaient touché que je me rends compte qu'en fait j'ai une balle qui a traversé mon bras. Donc j'ai une belle cicatrice ici. Ah, ouais. J'ai une balle qui a traversé mon bras et qui a éraflé mon abdomen. Donc Dieu merci, c'était pas profond, mais j'ai l'abdomen qui a été touché. J'ai une balle qui m'a sectionné le doigt et une balle qui a traversé ma main en rentrant par le poignet et en sortant par la paume. Et du coup, j'ai pour le moment presque plus de mobilité, étant donné que les tendons et les nerfs ont été sectionnés. Voilà pour la petite histoire. Ceux-là, ils sont venus déterminés, en fait. Ils ne sont pas venus juste pour te voler. Je pense que... Honnêtement, et peut-être qu'on en parlera un petit peu plus tard, mais voilà, j'ai une vie assez particulière et je ne suis pas quelqu'un qui est rapidement impressionné par tout ce qui est armes. Et quand j'ai démarré mon véhicule, je me suis dit, ils ont raté leur coup, il ne va jamais tirer. À aucun moment, je me suis dit, parce qu'honnêtement, entre sortir une arme et braquer quelqu'un et tirer sur quelqu'un, il y a un monde. Et l'arme était sur ma tête. Donc je veux dire, à n'importe quel moment, j'aurais pu... je veux dire, si la balle avait été ne serait-ce que 3 cm avant, elle aurait pénétré mes organes vitaux. Donc voilà, lorsque les dépositions de la police ont été faites, les chefs d'inculpation maintenant contre les individus sont tentatives d'homicide volontaire. Donc voilà, ils ont vraiment tenté de me tuer. Et pas simplement... Donc voilà, ils venaient pour voler, pour m'enlever, pour demander une rançon. Et puis ils ont raté leur coup et peut-être que du fait que j'ai vu leur visage, qu'ils étaient à découvert, etc., ils ont essayé de terminer le travail. Et sur le côté juridique, je ne sais pas si tu peux en parler, ça avance, on sait qui c'est, est-ce que vous avez des avancements par rapport à ça ou est-ce que s'ils l'ont fait visage découvert Alors c'est la BRB de Paris qui s'occupe du dossier et voilà, je préfère ne pas en parler? voilà, taire pour le moment les avancements en tout cas du dossier, mais ils font bien leur travail. Et ça, je suppose que ça a changé ta façon de voir, de travailler ou Alors, je suis sorti, j'ai été transféré à l'hôpital Saint-Antoine, donc d'ailleurs petite dédicace à eux, je les remercie parce qu'ils font super bien leur boulot. J'étais à l'hôpital Saint-Antoine parce qu'ils sont spécialisés en chirurgie de la main, donc j'ai été opéré le soir même dans l'hôpital en question, et puis le lendemain matin à 7 h du matin j'ai demandé à sortir, donc je suis directement sorti.
Puis j'ai été entendu, d'ailleurs je suis sorti en tenue bleue d'hôpital dans les rues de Paris parce que j'avais plus de vêtements. Ma famille et un très bon ami à moi m'ont rejoint. Ils m'ont donné des vêtements de rechange. Et puis j'ai été entendu par la BRB du coup à Paris tout l'après-midi jusqu'à 20 h. Je suis rentré en Belgique. Et le lendemain, je recommençais déjà à faire des vidéos, je recommençais à travailler. Donc voilà. Maintenant, oui, bien entendu, il y a pas mal de protocoles de sécurité maintenant qui ont été mis en place. Et alors, ce que je faisais avant et que je ne fais plus du tout, c'est tout ce qui est livraison. Donc voilà, j'ai des locaux maintenant qui sont dans le quartier Louise, à Bruxelles, et tout se fait dans nos locaux. Donc on a caméra, SAS, agent de sécurité, etc. On a toutes les sécurités maintenant nécessaires pour que ce type de choses ne se reproduisent plus, et alors on ne fait plus du tout de livraison. Voilà, simplement. Pour la sécurité. J'ai failli passer une fois, Ouais, je comprends. C'est pas je veux pas évident. risquer une deuxième. Pour toi, c'est plus qu'un business parce que ressortir et retravailler 24 heures après, c'est vraiment une passion en fait, ça que tu fais. Alors effectivement, euh, moi au départ, je suis un grand fan d'automobile, et puis plus je me suis enfoncé entre guillemets dans le milieu des montres, et plus je me suis passionné pour les montres. Et c'est vrai qu'actuellement, les montres ont une part plus importante dans mon cœur que les voitures. Je suis vraiment passionné par ce que je fais. Et pour être totalement honnête avec toi, je ne vois même pas mon boulot comme un boulot. Voilà, je le fais vraiment par plaisir. J'aime agrandir mon cercle et mon network tous les jours. J'aime rencontrer de nouvelles personnes. D'ailleurs, j'ai fait des incroyables rencontres grâce au business que je fais tous les jours. Et effectivement, c'est plus une passion qu'un emploi. Où est-ce que tu te vois dans 2 ans comme ça? Quels sont tes objectifs? Alors, je ne sais pas si je vais y arriver dans 2 ans, mais je ne sais pas si tu connais sur les réseaux sociaux Khalid, qui a un très très grand, si ce n'est pas le plus grand marchand de montres installé à Dubaï, et alors qui a une boutique et puis sur les réseaux qui s'appelle Luxury Souk. Et voilà, je ne sais pas si, encore une fois, je vais y arriver dans 2 ans, peut-être pas dans 2, peut-être dans 5, mais mon but c'est de devenir le Luxury Souk d'Europe. Voilà, c'est mon objectif. Et au niveau du business des montres dans la Belgique, etc., c'est fort actif ou tu dois vraiment te sortir de la Belgique, aller plus dans les pays européens comme l'Allemagne, la France, etc. On en est où, nous, ici, en Belgique, par rapport à ce business? Alors, par rapport à ce business, d'un point de vue marchand, c'est sûr qu'il y a des pays comme la Suisse, l'Italie, l'Allemagne qui sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus riches en termes de commerçants. Il y a énormément de marchands sur le marché, donc il y a énormément de négoces. Par exemple, à Munich, en Allemagne, une fois par mois, il y a la grande foire des montres. Euh, donc voilà, c'est vrai qu'ils sont peut-être en avance sur toute une série de points. Parce que Maintenant, excuse-moi, ça reste un cercle fermé, quelque part. C'est pas accès à tout le monde. C'est pas donné à... Tout le monde n'a pas l'accès à ce niveau-là. alors en réalité, c'est comme tout business. Et c'est vrai que c'est un cercle très fermé parce que quand tu veux vendre un produit, la vente passe par l'achat. Si tu achètes bien un produit, tu es capable de bien le vendre. Si tu achètes mal un produit, tu n'es pas capable de le vendre. Donc c'est sûr que si n'importe quel particulier se dit ah ben je vais aller trouver une montre sur Chrono 24, je vais l'acheter, je vais essayer de la vendre, il va jamais pouvoir dégager une marge et il va probablement vendre à perte. Voilà, donc effectivement, c'est un cercle très fermé, et alors c'est de gagner la confiance de toute une série de marchands, puis de gagner la confiance de toute une série de particuliers, qui font que tu arrives ensuite à acheter des montres à des prix bien situés sur le marché, et du coup à les vendre en générant une plus-value. Et alors, pour revenir à ta question initiale, tu me disais où est-ce qu'on se situe en Belgique par rapport à ça. Je trouve qu'on est en tout cas au point de vue commerçant, sous-développé. Donc il y a quelques grandes enseignes très respectées et très respectables, comme l'Artisan du Temps, Evelyne, le Collectionneur à Bruxelles. Maintenant, c'est vrai que ma façon d'approcher la thématique et du coup rendre l'accès aux montres beaucoup plus simple sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui ne se fait pas encore. Donc voilà, c'est un petit peu la vente de montres à l'américaine, comme le font The Watch King, Moses, etc. à New York, dans 47th Street. J'essaye d'apporter un petit peu cette approche ici en Belgique et pour la communauté francophone. Et en tant que spécialiste de montres, comment ça se fait que tu ne portes pas une montre?
Ah, c'est une très bonne question. Bah, Mais du coup, étant donné que j'ai très peu de mobilité dans ma main droite, bah, je ne sais pas la mettre et l'enlever tout seul. ah, ok. Donc, j'en porte une au bureau quand je suis avec mes collègues parce qu'ils m'aident tous les jours à en mettre une et à l'enlever. Mais du coup, comme j'aime pas du tout être assisté à la maison, quand je rentre chez moi, j'ai pas envie de demander à ce qu'on m'enlève une montre, etc. Et puis de toute façon, je ne garde jamais rien de valeur à mon domicile. Donc, dans tous les cas, quand je rentre à la maison et que je suis hors du milieu professionnel, je rentre pas avec une montre, Et simplement. les perspectives médicales pour ton bras, etc., ça s'annonce comment? Au niveau des médecins, tu penses que tu vas récupérer la mobilité? Alors, je fais de la rééducation. Donc, tous les jours, du lundi au vendredi, c'est ergothérapie et kinésithérapie. Donc, on est très optimiste parce que je commence tout doucement à avoir de la mobilité que je n'avais pas du tout au début. Donc, on est optimiste. Et puis, moi, je suis quelqu'un de très croyant. Donc, je pense que, voilà, si je dois récupérer, je vais récupérer. Et puis, si je ne récupère pas, c'est que le bon Dieu me réserve d'autres choses, simplement. Bah, écoute, comme je vois ton parcours, tu es battant, je suis certain que tu vas récupérer, Inch'Allah, comme on dit chez nous. Inch'Allah. Quelle est ta montre préférée? Alors, j'en ai beaucoup, hein. Ton petit coup de cœur? J'en ai beaucoup. Maintenant, c'est vrai que moi, je suis très fan de la marque Patek Philippe. C'est une marque, dont j'ai des produits et des montres en vente de chez Patek Philippe. Maintenant, c'est vrai que ce que je vends le plus régulièrement, c'est du Rolex. Et c'est surtout des Datejust, des Submariner, des GMT Master. Maintenant, c'est vrai que moi, j'aime beaucoup la marque Patek Philippe. J'aime beaucoup la référence 5711, Nautilus 5712. J'aime beaucoup les 5167 Aquanaut. Donc voilà, c'est vraiment actuellement, pour moi, parmi les plus belles pièces que l'on peut retrouver actuellement sur le marché. Mais dans le monde de luxe, j'ai vu une fois un reportage où il y avait énormément de copies. Comment est-ce que vous faites pour différencier? Parce que dans le reportage que j'avais vu, même des spécialistes en bijouterie avaient du mal à faire la différence entre une vraie Rolex et une fausse. Effectivement, la contrefaçon se fait de plus en plus développée. Et donc, même moi, en tant que professionnel, et qui ai l'habitude d'avoir en main plusieurs dizaines de montres par jour, je ne me prétends pas capable de distinguer une vraie d'une fausse. Bien entendu, si c'est une pâle copie, je saurais directement te dire que non, non, ta montre, elle est fausse. Maintenant, si c'est un clone, peut-être que moi-même, je ne serais pas capable de l'identifier. Et c'est la raison pour laquelle toutes les montres que nous achetons, que ce soit à des professionnels ou à des particuliers, sont avant tout contrôlées par un horloger qui est également expert juridique pour l'État. Donc voilà, toutes nos montres sont bien entendu ouvertes et inspectées avant achat. Parce que moi, je ne peux pas me permettre d'acheter un produit qui est faux et le vendre à un client. Tu te doutes bien C'est ta après la réputation, ouais, qui réputation qui est parle. en Ouais. jeu, exactement. Et Donc, tu peux donner des petits détails à un passionné de montres, mais voilà, qui aimerait acheter une montre, mais qui malheureusement n'a pas les moyens de se payer un expert ou autre. Est-ce que tu sais lui donner des petits détails à vérifier sur une montre pour voir un peu si c'est une fausse ou une vraie? Alors oui, je peux te donner quelques petites choses. Maintenant, honnêtement, je veux dire, un passionné de montres qui va acheter une Rolex à 7, 8, 9, 10, 15 000 euros, Rolex ou Cartier ou peu importe, Omega, Jaeger, peu importe la marque en question, une expertise, ça coûte entre 100 et 150 euros. Ah ouais, ça va, c'est pas énorme non Voilà. plus. Donc à un moment donné, je pense que quand on veut acquérir un bien de luxe, on est prêt à payer 150 euros de plus pour s'assurer de l'authenticité du produit. Si on l'achète à un particulier, bien entendu, si on l'achète à un professionnel qui a pignon sur rue et qui nous fournit une C'est facture avec une différent. garantie, on sait à n'importe quel moment se retourner contre le professionnel en question. Et puis le professionnel s'engage à vendre un produit qui, lui, est authentique. Mais faire expertiser une montre ne coûte pas si cher que ça. Donc je pense que n'importe quel particulier qui veut acheter une montre à un autre particulier se doit de passer par une expertise parce qu'encore une fois, 150 euros par rapport à la valeur d'un possible préjudice, C'est pas énorme, c'est c'est clair. pas énorme, exactement. Et puis, dans le monde des montres, surtout entre particuliers, si une affaire est trop bonne, c'est une mauvaise affaire. Si quelqu'un veut vous vendre une montre qui cote 20 000 euros sur le marché à 10 000 euros, ben tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va Qui pas. tourne par an. C'est sûr à 100%. Ah ouais, quand même. Et si quelqu'un veut te contacter pour une montre, comment il fait? Ah, je suis partout.
Il peut sur Instagram, donc voilà, j'ai un Instagram Machiavelli-groupe. Pareil sur TikTok, Machiavelli-groupe. Machiavelli Watches sur Facebook. J'ai un site internet, donc www.machiavelli-watches.com. Et puis après, sur tous mes réseaux sociaux ou sur mon site internet, tu peux retrouver mon numéro WhatsApp avec lequel on peut me contacter directement et sur lequel je suis joignable 7 jours sur 7, de 6 heures du matin à minuit. Ouais, c'est vraiment une passion pour faire ces heures. Vraiment, ouais. Quel rôle ont joué les réseaux sociaux dans ta réussite? Est-ce qu'il y a un réseau social spécifique qui t'a lancé? Alors, qui m'a lancé, donc encore une fois, comme je t'ai dit, moi à la base, mon activité commerciale, c'était la location de véhicules avec ma boîte installée à Düsseldorf. Et alors, j'avais un compte Snapchat très fourni, avec énormément de loueurs de voitures. Et alors, comme je te l'avais dit, on me proposait du coup des montres. On me disait, écoute, publie-les, regarde si ça se vend. Et en fait, c'est comme ça que j'ai commencé. C'est grâce à mon réseau social Snapchat, qui tournait très bien pour la location de voitures, que j'ai commencé à vendre des montres. Puis du coup, on a commencé à se professionnaliser un petit peu via Instagram, TikTok, Facebook, etc. Et alors, je vais être très honnête avec toi, même si mon business se portait déjà très bien avant, c'est vrai que l'incident m'a donné un énorme coup de pouce sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, je suis passé de 2500 à presque 6000 followers. Et sur TikTok, je suis passé de 4000 à 7000 followers. Donc c'est vrai que l'incident, bon, je ne vais pas dire qu'il y a une partie positive à ça, mais ça m'a donné beaucoup plus de visibilité sur les réseaux sociaux. C'est clair qu'aujourd'hui, dans la société, dès qu'il y a un petit drame, malheureusement, c'est ce que les gens aiment. Je ne sais pas s'ils aiment en soi, mais c'est ce qui intéresse les gens, quoi. Alors malheureusement et heureusement, donc effectivement c'est triste qu'il faille en arriver Ouais, là oui. pour mettre la lumière sur certaines personnes qui ont finalement un métier très intéressant. Maintenant, je veux dire, moi, je le savais. Donc moi, suite à mon incident, dès le lendemain, j'ai voulu médiatiser et expliquer parce que je savais que c'était ce qui intéressait le public et les gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Et c'est la raison du coup pour laquelle j'ai fait toutes ces vidéos. Et puis après, effectivement, elles ont rencontré un certain succès. La vidéo où j'explique mon incident, on a plus de 300 000 vues. Donc c'est vrai que ça a donné un coup de pouce et ça fait que maintenant, j'ai une petite notoriété qui s'est créée et qu'on me connaît pas mal maintenant en Belgique, en France. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on ressent quand on a une arme sur la tempe? Parce que tu dois avoir un sentiment très spécial. Est-ce que tu as gardé des séquelles psychologiques de ça? Qu'est-ce qu'on ressent? C'est très compliqué. Parce qu'encore une fois, qu'est-ce qu'on ressent? Est-ce C'est que pas tu parce que as tu te fais réalisé le braquer. moment où tu te dis, ouais, ma vie est en danger, il Oui, faut que je fasse quelque chose, ou bien c'est la raison pour laquelle j'ai démarré, oui. Parce que honnêtement, s'ils m'avaient pris, je sais pas ce qu'ils auraient fait de moi. ouais, c'est une équipe qui est venue Torture, déterminée, quoi. voilà. Je sais pas ce qu'ils auraient fait de moi. Et je connais pas l'ampleur des préjudices s'ils étaient parvenus euh, à m'enlever. Maintenant, effectivement, c'est pas quand je me fais braquer par l'arme que je me demande si je vais rester en vie, c'est après avoir été touché. Parce que sur le moment même, tu ne ressens pas de douleur. Donc je perds mon doigt, et encore une fois, tu vois, la main, elle a été traversée, je ne le sais pas, et je sens que ma partie droite est engourdie et que mon abdomen est engourdi. Donc il n'y a pas de douleur, mais il y a des fourmillements. Donc je sais que j'ai été touché à plusieurs reprises, mais je ne sais pas où. Donc je sors, et puis moi je suis très croyant, je suis de confession musulmane, et nous, avant de mourir, on fait l'attestation de foi, donc qu'on appelle la shahada, et je shahid à plusieurs reprises et en boucle, parce que je ne sais pas si je vais Ce rester qui en va vie. arriver, ouais, c'est comme un sentiment. Donc je vois la mort arriver, et après, tu sais, il y a toutes les questions quand même qui fusent dans la tête. Hein. Est-ce que je suis prêt à rejoindre mon créateur? Est-ce que j'ai fait ce que je devais faire? Est-ce que j'ai fait assez? Est-ce que j'ai pas fait assez? On ne C'est sait une pas. remise en question, quoi. Une grosse remise en question, mais une remise en question qui dure quelques secondes. Mais ces quelques secondes, moi l'événement, quand je le raconte, comment ça s'est passé, tu sais, quand tu regardes dans les films des John Wick et des Equalizer, tu vois des scènes de fusillade, et les scènes de fusillade, elles durent des 15, 20, 30 minutes. Ça dure 20 secondes. 20 secondes, mais ça paraît une éternité. Et ça paraît une éternité.
et tu réalises pas. Et tu vois, quand je le raconte avec tellement de détails. Je peux te décrire le visage des individus, je peux te décrire l'arme qu'ils avaient, tu vois. Et tu le racontes avec tellement de détails que ça prend une toute autre dimension. Et puis, si tu devais regarder ce qui s'est passé sur des caméras de surveillance, 20 secondes. 20 secondes pour changer la vie de quelqu'un. C'est fou. Hein. Changer la mienne et changer la leur. Parce qu'au final, eux, ils sont venus pour m'enlever, me braquer, me prendre des montres. Ils ne m'ont rien pris du tout. Et maintenant, ils sont tous recherchés et inculpés pour tentative d'homicide volontaire. C'est les assises. Ils ont flingué leur vie, ils vont se faire attraper, ils vont faire 15-20 ans de prison. Avec préméditation. Avec préméditation, bien sûr. Ils vont faire 15-20 ans de prison. Pourquoi? Pour avoir rien gagné. Qu'est-ce qu'ils auraient pris, au final? Même s'ils m'avaient pris la montre que j'avais sur moi, que je devais leur vendre, une montre à 45 000 euros qui va être déclarée volée, qui va valoir 25, ils sont 4 armés pour prendre 4 000 euros chacun. C'est vrai que prendre des risques à 4, diviser 45 000 euros comme tu dis, et encore. Et encore, parce que la montre elle est déclarée volée, donc après, je veux dire, elle va valoir son poids en or au maximum, alors 15 000, 20 000 euros. À 4, 5 000 euros chacun. Et au niveau de ta famille, quel ressenti est-ce qu'ils ont eu? Est-ce qu'ils t'ont demandé d'arrêter? Est-ce qu'ils t'ont... Ma famille ne m'a pas demandé d'arrêter. Alors moi, j'ai un père très zen, une mère avec un tempérament de feu. Maintenant, voilà, une famille très croyante. Et voilà, moi, j'ai un passé un petit peu compliqué. Donc voilà, j'ai vécu de l'autre côté de la barrière. J'ai eu un passé criminel. J'ai été condamné, incarcéré. Donc voilà, je ne vais pas dire qu'on a eu l'habitude de cette vie-là parce que c'est une vie à laquelle on ne s'habitue jamais. Mais effectivement, j'ai une mère qui était consciente que tout ce type de choses peuvent arriver dans une vie. Et voilà, j'ai une mère très forte, des sœurs très fortes, parce que du coup, ma mère ne savait pas si... elle a juste entendu que j'avais été tiré dessus, donc elle ne savait pas si j'allais m'en sortir. Donc elle est restée, elle, à la maison, au cas où elle devait recevoir des gens le lendemain. Et j'ai mon père et mes deux sœurs qui ont pris la route pour Paris, avec un ami. C'est un sentiment épouvantable, ça, pour une mère. Hein. Rester dans une attente sans avoir de réponse claire, de savoir pas si... Oh. Alors j'ai une anecdote un petit peu sympa. Mais du coup, mes téléphones ont directement été pris par la police, donc j'ai pas pu contacter moi directement mes parents. J'ai juste eu le temps de contacter un collègue pour lui dire que je me suis fait tirer dessus, pour qu'il transmette la nouvelle un maximum à mes proches. Et quand j'arrive à l'hôpital, je connais le numéro de téléphone de ma mère. Et donc sur mon brancard, avant même de me faire opérer, je demande à une infirmière, vous n'avez pas un portable, j'aimerais passer un coup de téléphone à ma mère. J'appelle ma mère, Nizar, ça va? Je lui dis, ça va pas trop, mais je vais pas mourir. Alors elle me répond, Alhamdulillah. C'est le plus important. Merci, tu vas pas mourir. Dieu merci. Et puis elle me dit, ces enfoirés t'ont pris quelque chose? Je lui dis, non, ils m'ont rien pris. Elle me dit, ça, c'est mon fils. Donc on voit où tu tiens ta combativité et ton caractère. Ouf, ouais, elle est pire que moi. À ce niveau-là, elle est pire que moi, bien plus forte. Et puis elle a une... C'est vrai que moi, on me le dit souvent, tu as une résilience incroyable parce que malgré ce qui s'est passé, je remercie le bon Dieu, j'avance, je continue et je fais abstraction des choses passées. Maintenant, pour une mère, il faut avoir tout autant de résilience pour voir ce qui peut arriver à son fils et continuer à vivre comme si c'était rien passé. Je reviens un peu sur ce que tu as dit sur ton passé, où tu étais passé de l'autre côté. Je pense que tu es une belle preuve, comme quoi il ne faut jamais baisser les bras. On a tous un petit côté, des fois on a des coups de mou dans la vie ou bien des difficultés. Et je pense que voilà, pour passer un message, je profite vraiment pour dire, voilà, tu es l'exemple pur et simple, comme quoi c'est pas parce qu'on a eu une descente un peu compliquée dans sa jeunesse qu'il faut baisser les bras, la preuve. Loin de là d'ailleurs. Loin de là. Et alors moi, si j'ai du coup un conseil pour toute cette jeunesse qui sombre dans la délinquance et l'illégalité, il y a tellement de moyens de gagner de l'argent légalement. Toute cette énergie, parce que je l'ai vécu toute ma vie, toute cette énergie à acheter des cartes SIM, des téléphones, envoyer des chauffeurs, trouver de la marchandise à un certain prix, trouver des clients pour acheter la marchandise à un autre prix. Toute cette énergie, on pourrait la donner dans un produit qui est totalement légal. Moi, en l'occurrence, les montres. Maintenant, ça peut être les voitures, ça peut être des fourchettes, ça peut être des meubles, ça peut être du papier toilette, peu importe.
le tout, c'est, en tant que commerçant, maintenant, il y a toute une série d'autres métiers, bien entendu, mais le tout, c'est de trouver un produit au bon prix et le vendre au bon prix. Donc celui qui se dit, ouais, mais moi, je peux pas m'en sortir à part dans le stup, mais fais ce que tu fais dans le stup, Mais là, à dans bon un escient. domaine légal, Tout à fait. simplement. C'est vrai. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé et tout ce que tu as vécu, est-ce que tu recommencerais? Sachant Recommencer que quoi? l'accident que tu as eu, la tentative de kidnapping, etc. Bon, je vois que tu es un passionné de montres, que tu as pris, voilà, que tu prends du plaisir, tu vas travailler tout de suite après à la tentative dès que tu sors de l'hôpital. Si tu pouvais remonter la machine en arrière et dire, ben voilà, là je sais que je vais me faire kidnapper, enfin je vais avoir une tentative de kidnapping, est-ce que j'y vais pas, je prends le risque, je prends pas le risque, est-ce que je me lance quand même dans les montres ou pas? Alors ça, oui. Est-ce que je me lance dans les montres? Moi, par exemple, je Parce que tu deviens... prends des risques quelque part en faisant comme Exactement, ça, voilà. tu Moi, vois. je le sais et j'en suis totalement conscient. À m'exhiber comme ça sur les réseaux, je deviens une cible, entre guillemets. Bien entendu, j'ai toute une série de moyens mis en place pour ma sécurité, que ce soit dans le cadre professionnel et dans le cadre Aujourd'hui, privé, et ap- déjà avant, hein. déjà Et avant, ouais. déjà avant. Maintenant, encore une fois, c'était une prise de risque que je n'aurais pas dû prendre le jour de l'incident, parce que je ne fais jamais ce genre de choses. Et c'est vrai que ce jour-là, c'était la part du gain, c'était la cerise sur le gâteau, et j'y suis quand même allé. Donc oui, effectivement, avant ça, si tu me disais c'est un risque, dès que j'ai commencé ce métier, je savais que c'était un risque. D'ailleurs, très honnêtement, je connais pas de bijoutier ou d'horloger, bon, ils se sont peut-être pas fait tirer dessus, mais à qui ça n'est jamais arrivé de se faire voler ou de se faire braquer ou de se faire cambrioler. Je veux dire, quand on rentre dans des secteurs du luxe, on sait que c'est des choses auxquelles on peut être confronté dans le courant de sa vie. Donc, à refaire, oui, je refais quand même ce métier. D'ailleurs, je le continue. Maintenant, l'erreur que j'ai faite à refaire, non, je ne la refais plus. Ben, Nizar, ça a été vraiment un plaisir de t'avoir reçu pour notre premier épisode de Coulisses et Confidences. Je suis vraiment content de t'avoir rencontré et que tu es rentré vraiment dans ton histoire intime. J'espère que ça plaira à nos spectateurs. Bah écoute, merci à toi surtout de m'avoir reçu. Et puis ça me fait extrêmement plaisir du coup d'être le premier invité pour, ton podcast et ton émission. Donc voilà, moi à l'avenir, je suivrai bien entendu en tant que spectateur tous les prochains invités qui viendront. Et puis bien entendu, je partagerai au sein de ma communauté un maximum pour vous donner aussi également un maximum de visibilité et puis pour que vous ayez tout le succès que vous méritez dans ton nouveau projet.